Bonsoir à tous. Donc, bien merci d'être venus ce soir, très nombreux. Donc, on est très contents. Bon, pour rien vous cacher, on n'est pas complètement surpris parce que on sait que le vide est un thème qui mobilise les foules. Donc, merci beaucoup. Merci bien sûr à la mairie de Chamonix qui nous a mis à disposition gracieusement la belle salle du Majestic. On les remercie vraiment pour leur soutien et leur générosité, voilà, qui se réitère quand on organise des événements comme celui-ci. Donc, un grand merci à eux. Merci aussi bien sûr à l'équipe de la petite université, aux bénévoles qui ont scanné avec brio voilà, tout ce monde-là. Et puis bien sûr et surtout merci à Étienne Klein qui nous fait le grand plaisir d'être là ce soir. On a eu un petit peu de mal avec la pandémie, on a eu quelques rendez-vous manqués depuis 2-3 ans, donc on est vraiment content qu'enfin on puisse faire quelque chose sur un thème un peu différent de celui qui était initialement prévu, puisqu'on était parti sur le goût du vrai au départ. Un peu de lassitude sur le sujet peut-être. Donc là, c'est rien à voir. Voilà, le vide, le rien, le néant, la montagne. Donc on est vraiment content. Alors pour rappel, si d'aventure parmi vous certains ne le savent pas, donc Étienne Klein est physicien et docteur en philosophie des sciences, directeur de recherche au CEA, donc qui est le commissariat à l'énergie atomique. Il est professeur à l'École centrale de Paris et dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du CEA, donc le LARCIM. Il est producteur et présentateur de l'émission La Conversation Scientifique sur France Culture. Pour plus d'infos, allez sur Wikipédia ou autre, vous aurez tout. Il est aussi l'auteur, bien sûr, de nombreux livres, puisque c'est un grand vulgarisateur. Alors, on ne fera pas la liste exhaustive, on se contentera des 2 ouvrages qui sont en lien direct avec le thème de ce soir, donc à savoir ce qui est sans être tout à fait. Et c'est sur le vide, donc aux éditions Actes Sud, et Psychisme ascensionnel aux éditions Artaud. Pascal de la librairie Landru a un stand dans la salle que vous avez peut-être vu juste à l'entrée, donc n'hésitez pas. Elle a donc des livres qu'elle propose à la vente. Et Étienne, elle a eu la gentillesse d'accepter de faire une petite séance de dédicace à la fin de la conférence, donc n'hésitez pas. Enfin, un dernier mot au sujet de la petite université, parce que un certain nombre d'entre vous peut-être l'ont découvert il y a peu ou grâce à cet événement. Donc c'est une association à but non lucratif dont la mission est de diffuser de la culture le plus largement possible et voilà, que ce soit la rendre la plus accessible possible. Alors on organise des cours, des stages, des ateliers, ce qui est le cœur de notre activité, mais aussi des conférences comme ce soir. Donc dans toutes sortes de domaines, sciences humaines, langue vivante, art et savoir-faire, etc. Donc il y a les programmes que certains ont déjà pris, puis n'hésitez pas si vous avez des questions, ou allez bien sûr sur le site pour aller voir. Alors je rappelle, on l'a dit à beaucoup à la rentrée, à l'entrée que c'est gratuit et pour les adhérents et que les autres on les invite à nous laisser une petite participation libre qui pour nous permet de pouvoir continuer d'organiser ce genre d'événement. Voilà, et puis pour ceux aussi qui le souhaitent, n'hésitez pas à inscrire votre mail pour avoir les informations sur nos activités. Voilà, donc assez parlé, je vais laisser la parole à Étienne Klein qui va dire des choses bien plus intéressantes. Donc merci beaucoup et très bonne conférence à tous et merci encore d'être là avec nous ce soir. Je m'assieds ? Ouais. Bonsoir à toutes et à tous et bonne année. Je vous souhaite pour vous-même et vos proches une année lumière, sans tirer entre les 2 mots, ça fait beaucoup moins loin. Une année luminifère qui porte la lumière si c'est possible. Je suis ravi d'être à Chamonix, ville où je passe mes vacances. Là, je suis venu de Paris, non sans difficulté. Les trains, ça marche pas très bien, mais je suis à l'heure pour vous parler du vide dans une ville particulière, Chamonix, qui a un rapport au vide évidemment particulier, puisqu'ici la gravitation polarise le rapport à l'espace et même polarise le vocabulaire. Je reconnus des alpinistes dans la salle et je me permets de dire publiquement que ce sont des gens très étranges, puisqu'ils appellent vide ce qui est en dessous d'eux, alors que le vrai vide est au-dessus d'eux. On peut faire un calcul assez simple. Si on est au sommet du Mont Blanc et si on imagine qu'on tombe jusqu'au niveau de la mer, on va croiser beaucoup plus de matière, donc un espace qui est plus plein que si on va directement sur la Lune. Donc ce que les alpinistes appellent le vide, c'est ce dans quoi ils peuvent tomber, qui est beaucoup moins vide que ce dans quoi ils ne peuvent pas tomber, à savoir ce qui est au-dessus d'eux. Tout ça pour dire que ce sont des gens bizarres, mais ça, on le savait déjà.
Alors, la vie du vide est à l'évidence une vidance qui a commencé, pour ce qui est des idées, pour autant qu'on puisse le savoir, au 5e siècle avant Jésus-Christ, à partir du moment où un philosophe grec, qu'on considère parfois comme le père de la philosophie, qui s'appelait Parménide, a écrit cette phrase dont on dira plus tard qu'elle a défié la pensée occidentale. Il a dit « L'être est, le non-être n'est pas ». Le non-être, qu'on pourrait traduire en français moderne par le mot néant, même si c'est pas forcément la même chose. Et le seul fait de dire cette phrase a fait que le néant, ou le non-être, dès lors qu'il a été pensé, s'est un peu comporté comme le sparadrap du capitaine Haddock. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez conçu le concept de néant, vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Et c'est pour ça que Lévinas disait l'idée de néant a défié la pensée occidentale depuis Parménide, puisque ensuite on a cessé de se demander est-ce que le non-être existe, est-ce que le néant existe. S'il n'existe pas, très bien, il n'y a que de l'être, et s'il existe, ça veut dire qu'il est un être particulier. Donc le néant n'est pas rien, etc. etc. Bon, ça c'est une période qui m'a passionné, mais je ne vais pas y passer trop de temps parce que ça m'empêcherait de dire l'essentiel pour ce qui est du vide physique. Mais au moment des questions, peut-être qu'on pourra y revenir. Un point à noter quand même, un autre philosophe grec qu'on connaît tous, qui s'appelle Démocrite, qui a écrit beaucoup de livres, 80, pour autant qu'on puisse le savoir, dont on n'a aucune trace, on a quelques fragments qui sont restés. Il y a une phrase de Démocrite en grec ancien qui conteste Parménide pour dire que, en fait, le non-être existe autant que l'être. Et la phrase en question, c'est « le médène n'existe pas moins que le den ». Médène, c'est le mot grec qui veut dire non-être. Et le den, c'est un mot qui n'existe pas et qu'invente Démocrite. Il fabrique une sorte de néologisme, comme si, en français, on appelait l'être en, au motif que le non-être s'appelle le néant. Et ce dicton, enfin ce fragment plutôt, est traduit en français moderne par « n'existe que les atomes et le vide ». Et donc là, vous voyez, il y a un problème de traduction. L'être, c'est les atomes. Et le médène, on le traduit par vide. Alors que néant, non-être, vide, rien, sont des choses qui sont en principe différentes. Le néant, c'est pas la même chose que le rien. Le rien, étymologiquement, ça vient du mot res, la chose, et c'est un mot auquel on peut attribuer des qualificatifs. Un petit rien. Un petit rien, c'est pas rien. Il y a plusieurs sortes de rien. On a rien de temps, c'est pas une durée nulle. Alors que vous l'avez remarqué, le mot néant est un mot auquel on n'attribue pas de qualificatif. Il n'y a pas des petits néants, des grands néants, etc. Il y a le néant qui ne peut pas se décliner autrement, alors que le rien, c'est autre chose. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'on sépare le vide du néant. Et le critère qui va permettre de les séparer, c'est l'espace. C'est-à-dire qu'on va attribuer au vide une dimensionnalité, une spatialité que le néant, on ne peut pas avoir par principe. Dans le néant, il n'y a rien, même pas l'espace. Alors que dans le vide, au moins dans la conception classique, il y a au moins l'espace. Et si je dis que ça a été très long pour que la démarcation soit comprise et actée, il suffit de lire une lettre écrite par Léonard de Vinci à l'un de ses amis. Je vais la retrouver très vite. À l'un de ses amis, donc c'est au fin XVe siècle. Voilà ce qui est écrit, si je la retrouve. Voilà ce qu'écrit Léonard de Vinci, donc à la fin du XVe siècle, à l'un de ses amis. Le néant n'a point de centre et ses limites sont le néant. Partout où il existe un vide, il y a de l'espace, tandis que le néant existe indépendamment de l'espace. Par conséquent, le néant et le vide sont deux choses différentes. Le vide peut se diviser à l'infini, alors que le néant ne saurait être divisé, puisque rien ne peut être moindre que lui, etc. Donc ça veut dire que à cette époque-là encore, il fallait faire la distinction.
Et la question, est-ce que le vide existe, en fait, était traitée déjà, on y avait répondu, par la négative. Phrase d'Aristote, la nature a horreur du vide. Phrase qui va être surtout retravaillée au XIIIe siècle par Roger Bacon, qu'on appelait Docteur Mirabilis, qui lui, non seulement va dire que la nature a horreur du vide, donc le vide ne peut pas exister parce que la nature le déteste, il va montrer que l'horreur que la nature ressent pour le vide agit comme une force physique. Alors je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est ce qui se passe quand on laisse, et ce serait facile à faire ce soir, une bouteille d'eau en verre à l'extérieur, par une nuit de gel. Le lendemain, on découvre que la bouteille est cassée. Comment expliquer ce phénomène ? Au XIIIe siècle, Roger Bacon, qui ne sait pas que l'eau est le seul corps dont la phase solide, la glace, est moins dense que la phase liquide, a une explication très simple. Quand la glace se forme dans la bouteille, elle va occuper un volume qui est plus petit que l'eau liquide. C'est du moins ce qu'il croit. Du coup, dans la bouteille va se former du vide. Et comme la nature a horreur du vide, elle demande à la bouteille de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide qui menace de se manifester apparaisse. Ce qui va d'ailleurs inspirer une très belle formule à Gaston Bachelard qui dit à cette époque, le vide est comme un facteur d'anéantissement apportant dans toute substance la contagion de son néant. C'est-à-dire que l'horreur de la nature pour le vide agit comme une force. Autre exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une paille dans un verre de jus d'orange et que vous aspirez ? Il se passe un phénomène étrange. Le fait d'aspirer fait monter le jus d'orange contre la gravitation. Quel est le mécanisme de ce phénomène ? Explication de Roger Bacon. Quand vous aspirez dans la paille, vous diminuez ce qu'on appellerait aujourd'hui la pression, que lui appelait autrement, et si vous aspirez trop fort, dans la paille va apparaître du vide. Que fait la nature qui a horreur du vide ? Elle demande au jus d'orange de bien vouloir monter dans la paille pour empêcher que le vide se manifeste. C'est ça l'explication. Ce qui veut dire que l'horreur que la nature a pour le vide agit comme un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression qui se manifeste quelque part, la nature demande à la matière qui est tout autour, qu'elle soit gazeuse, liquide ou solide, de venir coloniser l'espace qui, sans cela, pourrait devenir vide, ce qui serait insupportable pour la nature. Le fait qu'on ait séparé le néant du vide a permis que le vide soit pensable. Parce que le néant ou le non-être, là on peut les confondre, le néant est une notion qui est, comme le dira Bergson, destructrice d'elle-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez penser le néant que si vous n'y pensez pas. Parce que dès que vous le pensez, dès que vous essayez de vous l'imaginer, que vous le vouliez ou non, votre entendement va lui attribuer une matérialité, une substantialité, une extension spatiale que le néant, par définition, ne peut pas avoir. Autrement dit, penser le néant, c'est détruire l'idée de néant qu'on pense. Pour le dire encore autrement, penser le rien n'est jamais penser à rien. Et donc le néant, c'est pour ça que ça a défié la pensée occidentale. On peut le penser, en principe, puisqu'on a inventé un mot pour le désigner, mais dès qu'on se le représente, on le nie, on le supprime. Alors, il y a évidemment beaucoup d'étapes que je suis obligé de sauter, mais je vais venir au XVIIe siècle, qui est le siècle où l'histoire va se couper en deux. Il y a un avant et un après. Tout va changer et le statut du vide va être modifié par les découvertes qui ont été faites à cette époque. La première date à retenir,
qui est vraiment importante, c'est 1604. 1604, Galilée s'intéresse à la chute des corps. Comment est-ce que les corps tombent? Bon. Il s'y intéresse parce qu'il a l'intuition que la loi de la chute des corps qu'on enseigne depuis Aristote a écrit un livre qui s'appelle Le Traité du ciel, dans lequel il dit « Les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus lourds ». On n'est même pas sûr qu'il ait vraiment fait des observations. Parce que si on prend au sérieux la phrase que je viens de répéter, une pierre qui serait 10 fois plus lourde qu'une autre pierre tomberait ou devrait tomber 10 fois plus vite. Ou 100 fois si elle est 100 fois plus lourde. Est-ce que vous avez jamais vu une pierre tomber 10 fois plus vite qu'une autre pierre? Quelque chose de suspect. Mais surtout, Galilée a l'intuition que cette loi n'est pas juste. Alors comment est-ce qu'il va le démontrer? C'est ça qui est intéressant à résumer. Il va écrire en 1604 que les corps, s'ils pouvaient tomber dans le vide, tomberaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse, quelle que soit leur nature. Évidemment, il ne peut pas le prouver directement, puisqu'à l'époque, non seulement on ne peut pas faire le vide, mais en plus, personne ne croit à son existence. Et d'ailleurs, à cette époque-là, Galilée ne se prononce pas sur la question de savoir si le vide existe ou pas, il s'en fiche. Là où il est génial, c'est qu'il pense le vide comme un milieu de pensée. C'est-à-dire un milieu qu'on peut imaginer. Il est doté d'espace, il y a de l'espace, et au sein de cet espace, il n'y a aucune résistance au mouvement. Et il a l'intuition que les lois du mouvement, dans un tel milieu qu'on peut penser, mais qu'on ne peut pas réaliser, se montreraient de façon plus simple, et de façon tellement simple qu'on pourrait les mathématiser. La grande idée de Galilée, c'est que les lois physiques doivent pouvoir s'écrire sous forme mathématique. Et il pense que dans le vide, les lois du mouvement seraient plus simples, donc plus facilement mathématisables qu'ailleurs. Alors qu'Aristote, lui, avait montré que dans le vide, le mouvement ne peut pas se produire. Et c'est parce que le mouvement ne peut pas se produire qu'il avait nié l'existence du vide. Bon. Alors Galilée va quand même faire des expériences. Par exemple, il va laisser tomber des pierres dans de la mélasse. Et il voit que les pierres sont ralenties, freinées et même s'arrêtent. Il voit qu'elles, s'il les laisse tomber dans l'eau, elles vont être freinées, ralenties, mais moins rapidement que dans la mélasse. Et s'il les fait tomber dans l'air, il voit qu'elles sont ralenties, mais moins que dans l'eau. Et la question est, et il le dit dans l'un de ses vrais, j'ai imaginé que si la résistance au mouvement était nulle, autrement dit, si on était dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse, parce que les différences de vitesse observées finiraient par s'annuler. Et il énonce une loi, qui est la première loi mathématisée de la physique, qui s'énonce en 2 temps. Premier temps, la vitesse d'un corps qui tombe est proportionnelle à la durée de sa chute. Autrement dit, un corps qui tombe depuis 10 secondes va 10 fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. Et d'une façon générale, un corps qui tombe depuis n secondes va n fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis 1 seconde. C'est pas si facile à vérifier, hein. D'abord parce qu'à l'époque, il ne fait pas le vide, et puis les chronomètres ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui. Et même la notion de vitesse instantanée, qui se définit par une différentielle au sens mathématique du terme, n'est pas conçue à l'époque. La notion de vitesse instantanée n'a été définie par personne. Donc, ce que Galilée dit là, c'est une loi physique exprimée sous forme mathématique, mais pas facile à vérifier expérimentalement. Deuxième partie de l'énoncé, le coefficient de proportionnalité entre la durée de la chute et sa vitesse est indépendant de la masse et de la nature des corps. Bon. La question est, comment peut-il le démontrer dès lors qu'il ne peut pas réaliser dans l'espace un volume au sein duquel la résistance au mouvement serait nulle? Il ne peut pas faire le vide. Il va inventer quelque chose qu'on appelle aujourd'hui une expérience de pensée, qui va être un outil absolument décisif
trouver des lois physiques. Galilée initie cette démarche, mais elle sera reprise par beaucoup d'autres, notamment par Einstein, et j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je dis ça parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, de données, d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Je veux juste faire remarquer que à l'époque où Galilée découvre sa loi, on n'a pas de données. On n'a pas de données. Par rapport à aujourd'hui, évidemment. Et on peut poser la question, si on donnait un algorithme, les données, vitesse, position, accélération, de tous les objets de n'importe quelle forme, de n'importe quelle masse qu'on peut faire tomber dans l'atmosphère, est-ce que cet algorithme, qui, en analysant ces données, serait capable d'identifier des lois du mouvement beaucoup plus générales que celles que nous connaissons en tenant compte du vent, de la pression, de la température, etc. Est-ce que cet algorithme serait capable de déduire de ces données ce qu'avait compris Galilée, à savoir tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, dès lors que les données sont recueillies dans l'atmosphère et non pas dans le vide? La réponse, jusqu'à preuve du contraire, est non. Autrement dit, même si on a beaucoup de données, même si on a des algorithmes, on va en ces matières moins loin qu'un cerveau génial. L'expérience de pensée que Galilée invente et qui va montrer que Aristote ne peut pas avoir raison, même si ce qu'il dit est conforme à l'observation. Cette expérience est racontée par Salviati, qui est l'un des 3 personnages du livre de Galilée qui s'appelle Discours sur 2 sciences nouvelles. Vous savez, il y a 3 personnages qui discutent de toutes sortes de choses. Et Salviati, c'est le porte-parole de Galilée, c'était un de ses amis de Florence. Et Salviati dit, supposons qu'Aristote a raison quand il dit qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. C'est l'hypothèse de départ. Je suppose que c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si, et ça c'est une formulation qui est la signature de l'expérience de pensée, qu'est-ce qui se passerait si on se place dans un monde contrefactuel? Qu'est-ce qui se passerait, selon Aristote, si j'attachais la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle? Que dit Aristote? Il dit que l'ensemble formé par les 2 pierres est plus lourd que la grosse pierre. Donc, ça va tomber plus vite que la grosse pierre toute seule. Mais en même temps, comme dirait je ne sais plus qui, la petite pierre qui tombe moins vite que la grosse va tendre la corde. Et la petite pierre va faire parachute. Elle va freiner la chute de la grosse pierre. Donc Galilée découvre que dans la loi d'Aristote, il y a une contradiction que personne n'avait jamais identifiée, une contradiction logique, même si son raisonnement est un peu sophistique, contradiction logique, puisque la même loi dit que ça doit tomber plus vite et moins vite que la grosse pierre toute seule. Comment résoudre la contradiction? En disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et c'est ça l'invention de la physique moderne. C'est l'idée que les lois physiques sont des lois qui contredisent l'observation et qui ensuite obligent, si on les considère comme vraies, à réinterpréter l'observation pour que des lois qui la contredisent l'expliquent quand même. Et en l'occurrence, on va dire, la gravitation fait tomber tous les corps à la même vitesse, quelle que soit leur masse, mais il y a d'autres forces qui n'existent pas dans le vide, mais qui existent dans l'air, dans l'atmosphère, pression, poussée d'Archimède, résistance de l'air, et ce sont ces forces, et seulement elles, qui sont responsables des différences de vitesse que nous observons lorsque nous faisons tomber des corps de masse différentes. Mais Aristote a eu tort de faire porter à la gravitation des effets qui ne viennent pas d'elle. Bon. Je vais continuer à parler du vide, mais là je vais faire très rapidement un saut de 3 siècles pour arriver à Einstein. Einstein, qui d'un point de vue intellectuel était très proche de Galilée. La seule différence, si on peut dire, entre les deux, c'est que quand Einstein fait des expériences de pensée, il met en scène son propre corps.
Il met son corps en situation. Il dira d'ailleurs à la fin de sa vie, j'ai toujours eu une pensée musculaire. Pareil, sa pensée passe pas par le langage, elle passe par des images mentales. Il imagine des situations, et il essaie de comprendre ce que son corps ressentirait dans les situations qu'il imagine si telle ou telle loi physique était vraie. Par exemple, quand il avait 15 ans, c'est une expérience qu'on a tous lue, il se demande qu'est-ce qu'il verrait et qu'est-ce qu'il ressentirait s'il était à cheval sur un rayon lumineux. Donc c'est son corps qui est à cheval sur un rayon lumineux, qu'est-ce qui se passe? Et en 1907, donc 1907 c'est 2 ans après l'année miraculeuse, 1905, il est ingénieur au bureau des brevets à Berne, il a écrit 5 articles incroyables, mais il n'a toujours pas de poste à l'université. Et il rentre de déjeuner, comme tous les jours, il fait une sieste qu'il appelle semi-éveillé, il se met sur son tabouret, il n'y a pas de dossier donc, et il ferme les yeux et il essaie de dormir tout en restant conscient au cas où une bonne idée viendrait. Et dès qu'il s'endort, évidemment, il y a un réflexe du corps qui fait qu'il est réveillé et peut saisir l'idée si elle est apparue à ce moment-là. Et il va raconter un peu plus tard, dans l'un de ses livres, qu'il a eu ce jour-là, c'était en novembre 1907, l'idée dont il dit à cette époque-là qu'elle a été la plus heureuse de sa vie. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi l'idée de la plus heureuse de sa vie? Mais il imagine qu'il est en chute libre. En chute libre, donc dans le vide. Et il comprend, c'est pas une découverte, hein, il ne fait que reprendre à son compte ce que Galilée a découvert. Et il comprend que s'il tombe en chute libre, comme tous les corps tombent à la même vitesse, les corps qui tombent avec lui, par exemple son trousseau de clés, s'il le sort, vont tomber à la même vitesse que lui. Donc son trousseau de clés, par rapport à lui, ne tombera plus. Et il dit que ça provoque en lui une très forte émotion qui le mène 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. En fait, il comprend que ce que dit Galilée, repris par Newton dans sa loi de la gravitation universelle, à savoir l'universalité de la chute libre, tous les corps tombent de la même façon, m'a fait que si vous tombez dans le vide, évidemment la cause de votre chute, c'est la gravitation, c'est votre poids. Mais le fait que cette cause agisse provoque votre chute, qui est l'effet de la cause, et cette chute annule la gravitation localement, c'est-à-dire vous met en état d'impesanteur. Il se demande, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Le fait de subir la gravitation nous met en impesanteur. Ça va le conduire, sinon histoire, à énoncer ce qu'il va appeler le principe d'équivalence. Équivalence entre la gravitation et l'accélération. Et cette équivalence va le mener à une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale, qu'il a publiée en 1915, qui est très simple d'un point de vue physique. Ça revient à exploiter le résultat que je viens d'énoncer, mais très compliqué d'un point de vue mathématique parce que ça ne marche simplement que si le corps qui tombe avec vous tombe près de vous. Et s'il est à 3 km, il va aller vers le centre de la Terre pendant sa chute, et sa trajectoire ne sera pas parallèle à la vôtre, qui allait également vers le centre de la Terre. Donc ça conduit à des raffinements mathématiques assez compliqués, et comme vous le savez, cette théorie va nous expliquer que la gravitation n'est pas une force qui s'exerce dans l'espace comme on l'apprend à l'école, c'est une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Peut-être qu'on aura le temps d'y revenir. Mais donc voilà, dans un premier temps, au XVIIe siècle, le vide est un milieu de pensée avec lequel Galilée fait des expériences de pensée qui lui permettent de découvrir la première loi de la physique moderne, celle que je viens de rappeler. Et puis en 1640, il se passe un autre événement incroyable, complètement fortuit, qui est lié au fait qu'à Florence, en Italie, qui est la ville qui prétend être le symbole de la Renaissance, c'est-à-dire qu'il y a des fontaines qui font que, un peu partout dans la ville, on pompe l'eau du fleuve qui coule là-bas, qui s'appelle l'Arno, et on essaie de faire les fontaines les plus spectaculaires pour montrer de quoi est capable la ville qui symbolise le mieux la Renaissance. Et les gens à l'époque utilisent des pompes à eau
qui était aussi utilisé par les paysans pour vider les fossés inondés dans les champs. Non. Galilée est pas loin de là, il est en résidence surveillée, comme vous savez, il a été condamné par l'Inquisition, il est vieux, il est aveugle, il va mourir quelques mois plus tard, mais les fontainiers lui écrivent une lettre qu'il ne peut pas lire. Il est aveugle, mais que va lire pour lui son assistant, qui s'appelait Evangelista Torricelli. Torricelli, c'est un nom qui vous dit quelque chose. Et en fait, les fontainiers racontent à Galilée ce qu'ils ont vécu. Ils pompent l'eau de l'Arno avec des pompes qui sont installées sur les ponts. Et ils remarquent que quand la hauteur du tuyau de la pompe devient supérieure à 18 coudées, ce qui correspond à peu près à 10 mètres, quelle que soit la force avec laquelle ils pompent, l'eau ne monte plus. Voilà. Alors ils pensent que c'est un problème technique. Ils changent le diamètre des tuyaux, ils font venir des ingénieurs, des artisans qui changent des pièces des pompes pour voir si ce problème peut être résolu par des modifications apportées à la pompe. Et non, c'est toujours 18 coudées. Et donc ils écrivent une lettre célèbre expliquant à Galilée le problème qu'ils ont. Et Galilée lit la lettre et comprend tout de suite, parce qu'il a été intellectuellement préparé, notamment par des discussions qu'il a eues avec un de ses amis qui s'appelle Baliani. Baliani, c'est un gars assez génial, qui faisait lui aussi des expériences de pensée, et qui, dès 1630, avait dit à Galilée, imagine que tu sois au fond de la mer, que tu aies trouvé un moyen de respirer au fond de la mer, et imagine qu'on mette au fond de la mer une amphore sur ta tête, qu'on la pose. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu ne sentirais pas le poids de l'amphore ? Alors que si tu mets une amphore sur ta tête dans l'air, tu sens qu'il y a un poids. Et donc Baliani a l'idée que dans l'eau, il y a une pression. Il y a une pression qui s'exerce dans toutes les directions et qui fait que l'amphore va être perçue par celui qui la porte comme étant moins lourde que si elle était dans l'air. Et Galilée comprend que le problème des fontainiers de Florence, c'est pas du tout un problème technique, c'est un problème physique. C'est la preuve que la nature n'a pas horreur du vide. En fait, Galilée comprend qu'il y a une pression atmosphérique, comme on dirait aujourd'hui, lui il appelle la pesanteur de l'air. Et ça change complètement l'interprétation du jus d'orange. Ce que comprend Galilée, c'est que si le jus d'orange monte dans la paille, c'est parce qu'en fait, il y a une pression de l'air sur la surface des corps qui est énorme, qui vaut 10 tonnes par mètre carré. 10 tonnes par mètre carré. Il faut imaginer que là, sur cette tribune, je prends 1 mètre carré, il y a un poids de 10 tonnes qui appuie sur elle. Puis dessous, il y a aussi... Bon, bref, ça casse pas. Hein. Bon, et donc, qu'est-ce qui se passe quand on aspire dans une paille ? Avant d'aspirer, il y a cette pression qui s'exerce sur le liquide du verre qui est en dehors de la paille, et il y a la même pression qui s'exerce dans la paille. Si j'aspire dans la paille, je vais diminuer la pression dans la paille. Et du coup, la pression atmosphérique sur le jus d'orange qui est à l'extérieur de la paille va être plus grande que celle qui est dans la paille. Et c'est ce différentiel qui va faire monter le jus d'orange. Autrement dit, ce qui fait monter le jus d'orange, c'est une force qui va du haut vers le bas. Donc il y a une sorte de renversement complet de l'explication. Comment le vérifier ? Parce que Galilée se dit 10 mètres, bon, faire des tubes de 10 mètres, c'est compliqué. Mais vous voyez, 10 tonnes par mètre carré, ça correspond à ça. Si la pression vaut 10 tonnes par mètre carré, si vous mettez un tube de 10 mètres, au-delà de 10 mètres, la pression ne sera pas suffisante pour faire monter plus haut. Donc cette valeur de 10 mètres est une mesure de la pression atmosphérique. Et Torricelli a une idée géniale, c'est de vérifier que l'explication de Galilée est juste, non pas en prenant de l'eau, mais en prenant le corps liquide le plus dense connu à l'époque, qui s'appelait le vif argent, qu'on appelle aujourd'hui le mercure. Donc il prend une bassine, il la remplit de mercure, ensuite il prend un tube d'1 mètre de long, il le bouche
à une extrémité, en bas, disons. Il le remplit de mercure sur toute la longueur. Il bouche le haut. Ensuite, il va déboucher le bas, que j'aurais pas dû boucher tout de suite. Il le plonge dans le liquide avec ses mains, dans le mercure. Il enlève le bouchon, donc, et il regarde ce qui se passe. Le tube fait 1 mètre, et quand il a enlevé le bouchon du bas, il voit le mercure qui descend dans le tube, et qui finit par s'immobiliser à une hauteur qu'il mesure qui vaut 76 cm. 76 cm. La densité du mercure, c'est 13,6. Et 1 litre de mercure, ça pèse 13,6 kg, 13,6 fois plus que l'eau. Faites un petit calcul. 10 mètres divisé par 13,6, ça fait 76 cm. Donc, il a démontré, par une sorte d'homologie, que l'explication de Galilée pour l'eau était vérifiée pour le mercure. Bon. Il ne peut pas publier parce que l'Inquisition ne veut pas qu'on dise que le vide existe, parce que la question est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les 24 cm du tube qui étaient au départ occupés par le mercure et qui sont maintenant vides. Est-ce qu'ils sont vraiment vides, etc. En fait, Galilée va mourir à ce moment-là et Torricelli va faire des démonstrations de son expérience dans plusieurs villes d'Italie. Florence, évidemment, mais aussi Rome, etc. Et un soir de décembre 1646, il fait l'expérience à Rome devant un parterre de savants, parmi lesquels figure Mersenne. Mersenne, c'est un Parisien, un ecclésiastique qui a fondé une académie et qui fait une sorte de tournée en Italie et qui voit l'expérience de Torricelli. Ça l'impressionne beaucoup. Il rentre à Paris et dès les premiers mois de 1647, il en parle à tout le monde. Alors tout le monde, écoutez la liste, tout le monde, ça veut dire Blaise Pascal, Descartes, Roberval, Gassendi, enfin du beau monde, quoi. Descartes ne croit pas au vide, etc. Il va se passer ce qu'on appelle la querelle du vide, qui va occuper les esprits pendant quelques années, peu d'années, et elle va être tranchée définitivement par Blaise Pascal. Blaise Pascal, il a 23 ans à l'époque, et il a l'intuition que la pesanteur de l'air doit diminuer avec l'altitude. Comment le démontrer ? Alors il va profiter de ses relations familiales. Il habite Paris, parfois il va à Rouen, mais à Paris il n'y a pas de montagne, à Rouen non plus. Donc il écrit à son beau-frère, qui s'appelle Florin Perrier, qui habite à Clermont-Ferrand. Il lui écrit une lettre que vous trouvez dans ses œuvres complètes, absolument magnifique, en lui expliquant ce qu'il va devoir faire. Donc il lui dit, tu prends un tube de Torricelli, donc le système avec du mercure, plongé dans une cuvette remplie de mercure, et tu laisses ce système au bas du Puy-de-Dôme pendant une journée, sous surveillance. Parce qu'il peut y avoir variation de la pression atmosphérique, et ça va changer le niveau du mercure. Parce qu'en fait, ce que Torricelli a inventé, je ne l'ai pas dit, mais c'est le baromètre. Et tu vas faire surveiller le niveau de la hauteur du mercure par différentes personnes, par des aristotéliciens qui ne croient pas au vide, par des clercs, par des laïcs, etc., pour que tous les points de vue s'accordent sur le fait que c'est telle valeur qu'on obtient et pas une autre. Et puis pendant cette journée, tu vas escalader le Puy-de-Dôme avec d'autres et un tube de Torricelli identique à celui que tu as laissé. Et tu vas mesurer la variation de la hauteur du tube à mesure que tu escaladeras la montagne. La lettre, elle date du mois de novembre 1647. Et si ma mémoire est bonne, Florin Perrier a fait l'expérience en septembre de la 1648 et va écrire à Blaise Pascal les résultats, une description complète de l'expédition qui montre qu'en effet, en haut, il y a moins de pression qu'en bas. Ce qui va démontrer aux yeux de tout le monde l'existence de ce qu'on appelle depuis la pression atmosphérique. Et ça va être quelque chose
très, très spectaculaire. D'ailleurs, moi, je me suis toujours demandé, parce que Blaise Pascal, il faisait très précisément la différence entre le vide et le néant, dans sa correspondance avec le Père Noël. Il écrivait au Père Noël, alors c'est pas le Père Noël des sapins, hein, c'est le révérend Père Noël qui était le directeur de la Compagnie de Jésus, donc un jésuite, et les jésuites ne croyaient pas que le vide fût possible. Et Blaise Pascal échange des arguments avec ce jésuite et finit par lui dire, mais c'est pas la peine qu'on discute indéfiniment. Ce qui va nous départager, c'est une expérience. Et il conclut sa lettre en disant « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière », qui est une phrase absolument géniale. Le vide, c'est pas le néant, c'est entre le néant et la matière. Cette définition de Blaise Pascal, en fait, elle coïncide parfaitement avec la définition du vide quantique. Pas le vide classique, mais peu importe. Il y a une sorte d'intuition géniale qui est exprimée là. Et ce qui est bizarre, c'est qu'un peu plus tard, quand il écrit les pensées, vous vous souvenez, il y a un chapitre sur l'ennui. Blaise Pascal explique que l'homme ne supporte pas le néant, la mort qui l'attend, etc., et se divertit pour échapper au néant. Et dans les pensées, quand il parle de l'ennui, parfois il utilise le mot vide, parfois le mot néant, comme s'ils étaient synonymes. Alors que dans son traité du vide, qu'il a rédigé sans le publier, de façon incomplète d'ailleurs, il fait la distinction entre les deux. Et je me suis toujours demandé, je n'ai pas la réponse, c'est quand même bizarre que ce soit le même esprit qui ait compris que la nature n'a pas du tout horreur du vide, mais que c'est la pression atmosphérique qui est tellement forte que quand vous créez du vide dans un volume, le moindre orifice va permettre à l'air de rentrer et donc d'empêcher que le vide apparaisse. Donc c'est pas que le vide ne peut pas exister, c'est qu'il est difficile à réaliser du fait de la pression atmosphérique. Et il va comprendre aussi que nos existences, dans nos existences, nous ne supportons pas le vide. Et donc le divertissement est l'équivalent de la pression atmosphérique. D'accord ? Le divertissement, c'est ce qui empêche le vide d'apparaître dans nos vies. La pression atmosphérique, c'est ce qui empêche le vide d'apparaître dans la nature. Il y a une sorte de symétrie entre les deux choses. Et le truc qui est très marrant, c'est que ce traité du vide que personne ne lit parce qu'il est incomplet, etc. Mais il y a des choses, vraiment marrantes dedans, puisque ça peut vous intéresser ici à Chamonix. Il explique qu'on ne peut pas téter un sein sur le Mont Blanc. Oui, parce qu'il dit quand un enfant aspire le lait du sein maternel ou de sa nourrice, on dit qu'il aspire le lait. Mais il dit non, on n'aspire rien du tout. On n'aspire pas. C'est un verbe, aspirer, qui vient d'Aristote. En fait, non. Par la succion, vous diminuez la pression dans votre bouche. Enfin, le bébé fait ça. Et c'est la pression atmosphérique qui appuie sur le sein qui fait sortir le lait. On n'a rien aspiré. Et donc il dit voilà, quand un enfant a la bouche alentour du bout de la mamelle de sa nourrice, quand il suce, il attire le lait. Parce que la mamelle est pressée de tous les côtés par le poids de l'air qui l'environne, excepté en la partie qui est dans la bouche de l'enfant. Et donc il comprend qu'en altitude, il y a moins de pression atmosphérique et on ne peut plus téter le sein de sa mère. Je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que dès 5000 mètres, ça va plus bien. Bon. Donc, voilà, je vais aller vite pour la suite, même si elle est en fait plus riche que le début. C'est qu'à partir de ce moment-là, le vide devient une affaire de physicien. Dans les dictionnaires, on dit le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. On voit bien que cette définition ne va plus, puisque quand vous avez tout enlevé, ce qui reste, c'est le néant. Or, le vide, c'est pas le néant, c'est quelque chose de particulier. Et donc, le vide va être défini d'une autre façon, qui est la suivante. Le vide, c'est ce qui reste quand vous avez tout enlevé, sauf le vide. Et donc,
la définition du vide va dépendre de la théorie physique que vous prenez comme référence. Une théorie physique, ça vous dit ce qui existe, et ça vous dit, parmi les choses qui existent, celles que vous pouvez retirer et celles que vous ne pouvez pas retirer. Et le vide, c'est ce qui restera quand vous aurez retiré toutes les choses que vous pouvez en principe retirer. Prenez par exemple Newton, la mécanique de Newton. D'après son formalisme, n'existe dans l'univers, si on met Dieu de côté, que l'espace, le temps, les corps matériels. Le vide, c'est ce qui reste quand vous avez retiré les corps matériels. Donc c'est l'espace avec rien dedans et le temps. C'est la conception, disons, classique du vide, même si c'est un vide dont on sait qu'il n'existe pas. Bon. Si vous prenez la mécanique quantique, j'y viendrai, on aura une autre définition. Mais je voudrais juste citer une remarque de Descartes intéressante. Descartes, il dit, on dit d'un objet qu'il est vide en fonction non pas de sa nature, mais de sa finalité. Il prend l'exemple d'une cruche. Une cruche, ça a pour finalité, pour vocation, de stocker ou de permettre de transporter de l'eau, du lait, du vin, peu importe. Et vous direz que la cruche est vide si elle ne contient ni eau, ni lait, ni vin, etc. Mais en fait, elle n'est pas vide. Vous dites qu'elle est vide, mais elle n'est pas vide, elle contient de l'air. Et donc, que voudrait dire pour la cruche qu'elle soit vraiment vide? Mais il faut retirer l'air déjà. Mais si vous avez retiré l'air, il va rester dans la cruche du rayonnement électromagnétique. Parce que la température des parois n'est pas nulle. C'est pas 0 Kelvin. Donc il y a du rayonnement qui vient du fait que les parois à une certaine température, elles émettent des ondes électromagnétiques qui sont là. Donc si vous voulez retirer les ondes électromagnétiques, il faut refroidir la paroi de la cruche à 0 Kelvin. Une fois que c'est fait, il faut retirer la cruche. Mais si vous retirez la cruche, il va rester un volume d'espace. Est-ce que vous devez retirer l'espace? Autrement dit, où s'arrête l'entreprise d'exfiltration que vous devez opérer pour faire le vide? Ça, c'est une question marrante. Alors, au XIXe siècle, le vide du XVIIe et du XVIIIe siècle va se remplir. Donc, ce qu'on appelle le vide en physique, c'est toujours le même mot, mais ce qu'on met derrière change avec les époques. Au XIXe siècle, on voit que la lumière est un phénomène ondulatoire, c'est des vibrations, en l'occurrence électromagnétiques, c'est Maxwell qui va le démontrer, mais on en a l'intuition avant, grâce au fait qu'on voit que la lumière peut faire des interférences. Et donc les gens se disent finalement, la lumière, c'est des vibrations. Bon. Donc c'est comme le son. Le son, c'est des ondes acoustiques qui se propagent. Mais le son ne se propage pas dans le vide. Si vous faites le vide dans une enceinte, vous agitez une cloche, vous ne l'entendez pas. Il faut un support pour le son. Les gens se sont dit, donc il faut un support pour la lumière. La lumière se propage dans l'espace en faisant vibrer sur son passage un milieu qu'on appelle l'éther luminifère qui porte la lumière. Et aucun physicien ne doute de l'existence de cet éther. Et donc on dit, le vide de Newton en fait n'est pas vide. L'espace contient de l'éther. Quelles sont les propriétés de l'éther? Ça se complique à la fin du XIXe siècle. On finit par comprendre que l'éther est forcément absolument immobile. Et ça contredit le principe de relativité de Galilée. Galilée dit, le mouvement est comme rien. Quand vous êtes en mouvement, tout se passe comme si vous n'étiez pas en mouvement. Donc ça veut dire que tous les référentiels sont équivalents. Il y a une démocratie des référentiels. Il n'y a pas un référentiel dont vous puissiez dire qu'il est différent des autres. Et donc il n'y a aucun référentiel dont vous puissiez dire qu'il est absolument immobile. Et donc ça va mettre la physique en crise. La plupart des physiciens qui s'intéressent à ça, Poincaré, Lorentz, etc., vont refuser de toucher aux équations de la mécanique. La mécanique, c'est sacré, on ne touche pas. L'électromagnétisme, c'est tout neuf, c'est là-dessus qu'il faut jouer, mais la mécanique, Newton, on ne touche pas. Et puis un gars arrive, un jeune gars, il dit, l'éther nous pose des problèmes. Si on proclame qu'il n'existe pas, les problèmes qu'il pose disparaissent.
Et ce gars s'appelle Albert Einstein. Il va dire l'éther n'existe pas, donc la lumière se propage toute seule comme une grande dans le vide. C'est un phénomène physique à part entière, il n'a pas besoin d'un support pour se propager. Donc la lumière devient une entité physique autonome. Elle n'a pas besoin d'être portée pour se propager. Et ça va l'amener à ce qu'on appelle la théorie de la relativité restreinte, qui va changer les relations entre l'espace et le temps. Donc, le vide qui s'était rempli au XIXe siècle par l'éther est vidé en 1905. Il va se re-remplir un peu plus tard avec la mécanique quantique. Alors la mécanique quantique, c'est la physique qui décrit les interactions entre particules élémentaires. Pour vous donner une image de ce qu'est le vide quantique, je vais m'appuyer sur une série de tableaux qui a été produite par Picasso entre décembre 1945 et janvier 1946, qu'on peut voir au musée Picasso à Paris. Donc, premier tableau, il peint un taureau. Un taureau décrit de façon très réaliste. Énorme, gras, transpirant, enfin un taureau quoi. Deuxième tableau, peint une semaine plus tard. C'est le même taureau, mais avec des formes plus géométriques, avec une ossature plus épurée. Et peu à peu, à mesure que les tableaux se succèdent, le taureau va être débarrassé de sa graisse ontologique. Il va être de plus en plus épuré et géométrique. Et le 12e tableau, c'est pas de la peinture, c'est un dessin. Il représente le taureau avec une douzaine de traits curvilignes. Et si par la pensée, vous supprimez l'un de ces traits, vous ne reconnaissez plus qu'il s'agit d'un taureau. Autrement dit, il a dessiné le minimum qu'il faut représenter pour qu'on puisse reconnaître qu'il s'agit d'un taureau. On pourrait dire qu'il a dessiné ce qu'un physicien après appellerait l'état fondamental du taureau, son état minimal. Et bien le vide quantique, c'est ça. Le vide quantique, c'est la matière dans son état minimal. Si vous prenez les équations de la physique quantique et que vous tentez à partir d'elles de faire le vide, donc il y a évidemment l'espace, il y a le temps, et puis il y a les particules. Bon, électrons, photons pour la lumière, quarks, neutrinos, etc. Vous les enlevez toutes. Vous faites le vide. Mais ce que vous disent les équations de la physique quantique, c'est que quand vous faites ça, les champs quantiques qui sont associés à ces particules ne s'annulent pas. Donc les particules ne sont plus là, mais les champs quantiques auxquels elles sont associées demeurent présents. Autrement dit, les particules sont présentes sans être réelles. Pour le dire autrement, elles ont moins d'énergie que leur énergie de masse décrite par Einstein, mc². E égale mc², vous vous souvenez de ça? Vous avez une particule de masse m dont l'énergie est inférieure à mc². Donc elle n'a pas assez d'énergie pour être pleinement incarnée. Elle est crevée, elle est fatiguée, elle vit dans une espèce d'ontologie endormie, quoi. C'est des particules fatiguées, certains les appellent des belles bois dormants. Et la seule façon de les réveiller, c'est de leur donner l'énergie qui manque à leur pleine incarnation. Et à ce moment-là, elles sortent du vide quantique. Ces particules-là, on les appelle des particules virtuelles. Virtuelles pour la raison que j'ai dite. Et on peut les rendre réelles en leur donnant l'énergie qui leur manque. Et c'est ce qu'on fait pas loin d'ici, à Genève, au CERN, où avec un grand collisionneur qui s'appelle le LHC, on fait des collisions de protons qui, pendant un temps très court, dans un petit volume, vont déposer l'énergie de la collision dans le vide quantique. Cette énergie va être avalée par les particules virtuelles, qui vont devenir réelles. Elles vont aussi avaler un peu d'énergie cinétique qui va leur permettre de sortir du vide. Et on va les détecter dans les gros détecteurs qui sont installés autour des points de collision. C'est comme ça qu'on a découvert le boson de Higgs en 2012. En fait, il n'y a plus de boson de Higgs dans l'univers. Il est trop froid. Par contre, si on fait ces collisions, on va recréer dans un petit volume d'espace les conditions physiques de l'univers primordial, c'est-à-dire très forte température, très forte densité. Et comme les lois physiques n'ont pas changé,
les phénomènes physiques du passé vont se réactualiser dans le présent dès lors que les conditions physiques du passé seront renouvelées. Donc en fait, le CERN, c'est une machine, non pas à remonter le temps, mais une machine qui offre à l'univers une cure de jouvence. Il peut revivre des trucs qu'il n'avait pas vécu depuis 13,7 milliards d'années. Tout ça parce que le champ de Higgs est toujours présent, mais pas les quantas qui lui sont associés, qui réclament une énergie qu'il n'y a plus dans l'univers parce qu'il est en expansion et se refroidit. Donc le vide quantique, c'est exactement le vide de Blaise Pascal. C'est pas le néant, toute la matière est là, tous les champs quantiques sont là, mais ils sont dans l'état de plus basse énergie, de sorte que les particules qui leur sont associées sont présentes mais pas vraiment réelles. Elles ne demandent pour s'actualiser, pour devenir réelles, qu'un peu d'énergie pour se manifester. Donc le vide quantique, pour utiliser une autre métaphore, c'est comme un livre qui a été écrit mais qui n'a pas été lu. Voilà. Il est écrit, donc tout est là, mais il n'a pas été lu, donc il n'a pas eu de réalité au sens où personne n'a profité du contenu qui est le sien. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah bah si, c'est que comme vous le savez certainement, en physique, il n'y a pas que la physique quantique. La physique quantique, elle décrit 3 des 4 forces fondamentales, la force électromagnétique, et les 2 forces nucléaires. Vous savez, il y a 2 forces nucléaires, la faible et la forte. Elles sont décrites par la physique quantique dans un cadre théorique magnifique qui s'appelle le modèle standard. Et il y a une 4e interaction que j'ai citée, la gravitation. La gravitation qui, en fait, n'est pas une force, comme je l'ai dit, mais une interaction. Ou plutôt une déformation de la géométrie. Alors, d'où est-ce que ça vient? On a tous appris à l'école un des principes fondamentaux de la mécanique, de Newton. Il y a le principe de relativité dont j'ai parlé, mais il y en a un autre qui est le principe d'inertie. Le principe d'inertie dit un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme. Donc il avance en ligne droite à vitesse constante. Ce qui peut choquer, hein. Moi quand je l'ai entendu pour la première fois en classe de seconde, j'ai pas compris pourquoi je devais pédaler à vélo, quoi, pour aller au lycée. C'est un principe qui vous dit, vous cessez de pédaler. Bon. Et c'est un peu comme la loi de la chute des corps. C'est une loi qui est contredite par l'observation et qui oblige à réinterpréter l'observation pour montrer comment elle explique quand même l'observation. Et à partir du moment où vous croyez au principe d'inertie, si cessant de pédaler à vélo, votre vélo s'arrête, c'est parce qu'il y a d'autres forces, frottement sur la route, frottement de l'air, qui finissent par annuler le mouvement. Bon. Mais au XIXe siècle, fin 19e, les gens ont compris que, en fait, il y a des étoiles partout, en tout cas dans la Voie lactée, notre galaxie, il y a des étoiles partout. Donc, il y a de la masse partout. Donc, il y a de la gravitation partout. Toutes les masses qui sont là engendrent des champs gravitationnels partout dans l'espace, de sorte qu'un objet massif mis en un point de l'univers va subir au moins une force qui est son poids. Donc, à l'école, on apprend un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne uniforme. Or, il n'existe aucun corps auquel cette phrase puisse s'appliquer, puisque tous les corps subissent au moins la force de gravitation. Et donc, il y a un jeune homme qui se dit, c'est bizarre. Soit on accepte de construire la physique sur du sable, c'est-à-dire sur un principe métaphysique qu'on ne peut pas vérifier directement et qu'on ne peut juger qu'à partir des conséquences qu'il a et qu'on peut vérifier. Mais l'énoncé qui lui est associé est un énoncé qui est toujours fictif. Et c'est embêtant de construire la physique sur une métaphysique. Et ce gars dit, mais il y a une autre solution qui permet de sauver le principe d'inertie, c'est de démontrer que la gravitation n'est pas une force.
Ce monsieur s'appelle Albert Einstein, et il va en effet démontrer que la gravitation n'est pas une force. On dit par exemple que la Terre tourne autour du Soleil parce qu'elle est attirée gravitationnellement par le Soleil. Et bien Einstein dit non. Non, la Terre, elle va en ligne droite. Elle a un mouvement inertiel. La Terre a un mouvement inertiel. Elle ne subit aucune force puisque la gravitation n'est pas une force. Évidemment, les Claude Allègre de l'époque lui ont dit « mais ça va pas la tête, nous on voit bien que la Terre tourne autour du Soleil. Donc sa trajectoire n'est pas linéaire, elle ne va pas en ligne droite. » Ce à quoi Einstein répond « c'est normal, parce que les lignes droites dans des espaces courbes tournent. » Voilà. Donc en fait, le Soleil déforme la géométrie de l'espace-temps, le courbe, et la Terre va en ligne droite dans un espace courbé, ce qui lui donne la trajectoire elliptique que vous connaissez. D'accord ? Or, le vide de la relativité générale, c'est-à-dire ce qui reste quand on a tout enlevé d'après les équations de la relativité générale, n'est pas du tout le même vide que celui de la physique quantique. Et d'une façon générale, la physique quantique et la relativité générale sont deux théories contradictoires l'une avec l'autre. Ça ne se voit pas trop parce que quand vous faites une expérience de haute énergie au CERN, les forces que subissent les particules sont tellement intenses que la gravitation est négligeable par rapport à elles. Donc dans la vie courante, quand c'est la gravitation qui est dominante à grande échelle, on n'a pas besoin de physique quantique. Et quand on a besoin de la physique quantique, la gravitation ne joue pas de rôle. Donc la contradiction entre les deux théories n'est pas visible expérimentalement jusqu'à preuve du contraire. Bon. Sauf que si on veut décrire l'univers primordial, donc le Big Bang et après, il faut décrire toutes les interactions en même temps, parce que les particules subissent les quatre forces très intensément. Et donc les gens cherchent des théories pour unifier la physique quantique et la relativité générale. Théorie des supercordes, etc. Mais vous voyez que, pour l'instant, on a une physique qui est schizophrène. Il y a le vide quantique pour la physique quantique, il y a le vide de la relativité générale. En fait, il y en a plusieurs, selon qu'on met une constante cosmologique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a plusieurs. Et la question est, est-ce que vous pouvez imaginer dans l'univers qu'il y ait plusieurs sortes de vides? Si la réponse est oui, ça veut dire que l'un de ces vides est contenu dans les autres. Donc les autres ne sont pas vides. Et donc, c'est toujours la même histoire. On a un problème de vocabulaire. Le fait que le même mot soit utilisé depuis 2500 ans pour désigner des choses qui changent à mesure que les théories physiques modifient le sens qu'on lui donne, fait qu'il y a une très grande confusion. On devrait plutôt parler du vide quantique, d'une part, et puis donner un autre nom au vide de la relativité générale pour que dans les discussions, il ne soit pas confondu. C'est un peu la même chose qu'avec le mot temps. Le mot temps, il existe depuis très longtemps, si j'ose dire, mais notre façon d'en parler, et c'est pareil pour le vide, n'évolue pas. Si vous prenez par exemple le livre de Saint-Augustin qui s'appelle Les Confessions, livre qui date du IVe siècle après Jésus-Christ, il y a un chapitre qui s'appelle Le Temps, que vous pouvez lire, il fait une vingtaine de pages, et quand vous le lisez, très curieusement, vous comprenez tout ce que dit Saint-Augustin. Ce qui est bizarre, parce qu'entre Saint-Augustin et nous, il y a eu, je les ai cités, Galilée, Newton, Einstein, Boltzmann, Dirac et beaucoup d'autres, qui ont changé notre façon de penser le temps, sa relation à l'espace, sa relation aux choses. Et si on avait pris au sérieux ces découvertes, elles auraient modifié nos façons de dire le temps. Donc, si nous comprenons ce que dit Saint-Augustin, c'est parce qu'en 2022, nous parlons du temps comme Saint-Augustin. Autrement dit, notre façon de dire le temps n'a nullement été impactée par les découvertes des physiciens. Et la même chose vaut pour le vide. On le met à toutes les sauces. Le vide newtonien, il n'existe pas.
où, quel que soit le volume d'espace que vous preniez dans l'univers, il contient au moins du champ gravitationnel. Il contient le fond diffus cosmologique, un rayonnement qui vient du moment où la lumière s'est libérée de la matière 400 000 ans après le Big Bang. Il est traversé par du rayonnement cosmique. Donc il n'y a aucun endroit dont vous puissiez dire qu'il correspond au vide newtonien. D'autre part, le mot vide, il sert à décrire toutes sortes de situations qui n'ont rien à voir avec le vide tel que je viens de le définir. Donc c'est un mot de la langue courante qui, si on veut vraiment le penser, suppose qu'on retravaille sa définition, qu'on peut-être on le remplace par plusieurs autres mots qui diraient mieux ce qu'on a à dire. Les Anglais ont pas mal de mots différents pour dire le vide. Il y a void, vacuum, emptiness, nothingness, etc. Et à chaque fois, c'est une chose différente. En français, on n'a que vide. Et il me semble que ça limite nos capacités à bien le penser. Voilà, je m'arrête là et je serais ravi de répondre à vos questions. Bonjour. Je voudrais vous proposer une citation de Voltaire concernant votre discours, qui est la suivante. Vide, sur le vide. Attendez, une seconde. Être, verbe nul et mystérieux, qui a fait une longue carrière dans le vide. Voilà. Oui, c'est une très bonne définition. Qui dit rien du vide, qui dit des choses de la carrière, par contre. Moi, j'avais une question. Je voudrais revenir sur le début de la conférence. Quand vous avez parlé du néant et de la difficulté ou de l'incapacité de l'esprit humain à conceptualiser ce néant. Et quel rapport vous faites avec une autre notion difficilement conceptualisable qui est l'infini? Est-ce que c'est le trop-plein? Est-ce que c'est le pendant du néant? L'infini, moi je vois pas de lien direct entre l'infini et le néant. L'infini, c'est un peu la même chose que le néant, c'est-à-dire c'est une notion polymorphe. Enfin, plutôt c'est la même chose que le vide. Le néant, j'ai dit, il n'y a qu'un seul sens. La seule question est de savoir s'il existe ou pas. Si on dit que le néant existe, ça veut dire, je l'ai dit, qu'il est le sujet du verbe être. Donc il est quelque chose qui est. Bon. Et alors que Parménide disait, le néant, c'est le non-être, et le non-être n'existe pas. Il disait aussi, ne peuvent exister que les choses qu'on peut penser. Et donc il dit, le non-être n'étant pas pensable, il n'existe pas, sauf qu'il l'a pensé puisqu'il l'a nommé. Donc vous voyez, on peut faire du Raymond DeVos avec tout ça, mais l'infini, si vous voulez, il a subi une révolution au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, parce qu'il a longtemps été pensé comme une extension du fini. Donc vous commencez par prendre les nombres entiers, vous avez des nombres, et puis vous augmentez, et puis à force d'ajouter des nombres aux nombres, vous atteignez l'infini comme passage à la limite. Et la révolution, qui a été faite par Cantor, c'est de dire l'infini n'est pas une extension du fini. L'infini, il va se définir d'une façon très particulière. On va dire qu'un ensemble est infini s'il peut être mis en bijection avec une partie de lui-même. Je vous donne un exemple. On connaît tous les nombres entiers. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a 2 fois plus de nombres entiers qu'il y a de nombres pairs. Il y en a 2 fois plus. Pourtant, si je mets d'un côté l'ensemble des nombres entiers et de l'autre côté l'ensemble des nombres pairs, je peux écrire une bijection entre chaque nombre entier et chaque nombre pair. À chaque nombre entier, je peux associer son double, qui sera un nombre pair. D'accord? Pour tous. Et je découvre qu'en fait, il y a autant de nombres entiers qu'il y a de nombres pairs. Et ce que j'appelle un ensemble infini, c'est un ensemble qui peut être mis en bijection avec une partie de lui-même. Et vous voyez, ça change complètement son statut. Et ça va conduire à des problèmes énormes, à une crise d'effondrement en mathématiques, notamment lorsque Cantor va découvrir qu'il n'y a pas plus de points
dans un carré que dans un côté du carré. Là, j'ai une table qui est carrée. Donc, le côté, c'est un segment de dimension 1. La surface est dimension 2. OK. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait plus de points sur la surface que sur le côté. Et Cantor, il a établi une bijection entre chacun des points du côté et chacun des points de la surface. Donc, il n'y a pas plus de points dans la surface que sur le côté. Ça l'a rendu fou. Il a écrit une lettre à son ami Dedekind, dans laquelle il y a la démonstration, et il conclut en disant « je le vois dans mes calculs, mais je ne le crois pas ». Et c'est à partir de ce moment-là que l'infini va devenir un méga problème. Il y a plusieurs sortes d'infini. Il y a l'infini des nombres entiers qu'on appelle dénombrables. On sait que les réels, c'est un infini plus grand que les dénombrables. Il y a la question de savoir s'il y a un infini entre les entiers et les réels, l'hypothèse du continu. On peut aller loin là-dedans. Je veux aussi dire que tous les mathématiciens qui ont travaillé là-dessus sont devenus fous. Cantor, le premier, Gödel. C'est peut-être le lien entre le néant et l'infini. Ça n'existe pas. Bon. Mais vous savez, le néant, en fait, c'est la question du néant qui pose la question de l'origine de l'univers. Si vous dites que l'univers a une origine, ça veut dire qu'il a été précédé par du néant. Si vous dites que l'univers a une origine, ça veut dire que le néant a existé. Or, dans certains discours qu'on entend aujourd'hui, notamment à propos d'un certain livre dont on fait beaucoup de publicité, à chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers, par exemple en disant l'origine de l'univers c'est un trou noir, c'est le vide quantique, c'est un océan primordial, c'est un œuf primitif, c'est un demi-dieu, c'est une brane. Bon, à chaque fois que vous nommez l'origine de l'univers, vous dites une chose qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Autrement dit, nommer l'origine de l'univers, c'est la nier. Alors pourquoi ? Parce que ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres, que vous appelez l'origine, a toujours été là. Mais si elle a toujours été là, c'est qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc l'univers n'a pas d'origine. Ou bien cette chose n'a pas toujours été là, ça veut dire qu'elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée, et dans ce cas, ce n'est pas l'origine. Donc, dire que l'univers a une origine, c'est pas décrire ses phases primordiales comme on le fait en physique. Dire que l'univers a une origine, c'est dire qu'il a été précédé par du néant. Et l'origine, c'est dans ce cas la transition entre le non-être, il n'y a rien, puis il y a une première chose. Voilà. Et ça, cette description, cette transition, personne n'est capable de dire si elle a eu lieu ou pas. Personne ne sait dire si l'univers a une origine ou pas. En fait, dans nos civilisations, on prétend qu'il en a une, et on se pose la question, qu'est-ce qu'il a créé ? Qu'est-ce qu'il a causé ? Mais il faut déjà démontrer qu'il en a une. Et si je suis personnellement furieux pour le livre que je viens de citer, c'est que les gens qui l'ont écrit ont fait semblant, je ne sais pas si c'est par ignorance ou... Ils ont fait semblant de... Enfin, ils n'ont pas vu que la façon de penser le Big Bang a complètement changé. En 1950, quand le mot apparaît, Big Bang, il vient d'où ? Il vient du fait qu'à l'époque, les gens ont compris que l'univers observable est en expansion, donc les distances entre les galaxies augmentent. Donc si on fait dérouler le temps à l'envers, on va avoir un univers qui se rétrécit en taille, qui devient de plus en plus chaud, jusqu'à atteindre une taille nulle. L'univers converge à l'envers vers un point, il devient ponctuel. Et à ce point est associée une température infinie et une densité infinie. Et on a associé à tout cela ce qu'on a appelé l'instant zéro. Et on a dit, tiens, ça, c'est le début de l'univers. Et on a posé des questions du genre, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique, des questions très intéressantes, mais prématurées. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que les calculs, on les a faits avec les équations d'Einstein, de la gravitation. Or, je l'ai dit, il y a d'autres forces dans l'univers que la gravitation. Il y a les forces électromagnétiques et les forces nucléaires.
Donc quand vous remontez dans le temps, l'énergie des particules augmente très fortement puisque la température augmente. Donc les particules ont des énergies colossales, encore plus grandes que celles qu'on peut faire au CERN. Au CERN, on donne à chaque proton qui entre en collision l'énergie d'un moustique en vol. Le moment dont je vous parle là, c'est un moment où les particules avaient l'énergie d'un TGV en circulation. Une énergie énorme par rapport à celle qu'on peut faire. Mais quand elles sont avec ces énergies-là, je peux vous dire qu'elles subissent la gravitation, elles subissent la force électromagnétique, elles subissent les forces nucléaires. Les équations d'Einstein ne décrivent pas ces forces. Donc même si vos calculs sont mathématiquement justes, ils deviennent physiquement faux, puisqu'ils ne décrivent pas tous les processus physiques que vivent les particules. Et on sait très bien que le moment en amont duquel, dans l'histoire de l'univers, les calculs dont je parle deviennent faux, c'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Le mur de Planck, l'énergie des particules est égale à celle d'un TGV, et les équations de Einstein sont incomplètes parce qu'elles ne décrivent plus ce qui se passe. Et donc l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire notre physique peut décrire l'histoire entre le mur de Planck et aujourd'hui, et le mur de Planck n'est pas l'origine. Il y a un avant du mur de Planck. Je n'ai pas le temps de le développer, mais à chaque fois qu'on essaie de décrire l'avant-mur de Planck, avec une théorie à l'ébauche, pas encore prouvée, qui essaie d'unifier la gravitation et la mécanique quantique, dans tous les cas, la singularité dont je parlais tout à l'heure, avec l'instant zéro, la température infinie, cette singularité disparaît des calculs. Autrement dit, quand on fait un mariage physique quantique, relativité générale, il n'y a plus d'instant zéro. Je vous donne un exemple. La théorie des supercordes, on ne sait pas si c'est la bonne, mais elle dit que la température dans l'univers est nécessairement finie. Fini, ça veut dire pas infini. Ça veut dire qu'en tout point de l'espace, et à tout instant du temps, la température a toujours été inférieure à une certaine valeur. Pas infinie. Il suffit que je dise cette phrase pour que l'instant zéro des modèles de Big Bang des années 50 passe un seul quart d'heure. La théorie des cordes dit l'instant zéro d'avant est un instant qui n'a jamais été physique. Et donc, par quoi est-il remplacé? Eh bien, il y a plusieurs modèles. Il y en a un qui s'appelle le modèle de pré-Big Bang. Bon, on suppose que plutôt les calculs montrent que l'univers, il y avait un univers d'avant qui se contracte. Sa température augmente jusqu'au moment où elle atteint la valeur limite autorisée par la théorie des cordes. Et elle atteint cette valeur avant d'avoir une taille nulle. Donc l'univers va se contracter, et comme il ne peut pas se contracter davantage parce qu'il excéderait la température limite, il va démarrer une expansion et devenir l'univers dans lequel nous sommes. Dans ce scénario, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'origine. En tout cas, l'instant zéro d'avant n'est plus l'origine, puisqu'il y a une transition de phase qui fait passer de l'univers d'avant à l'univers d'après. Donc commençons par démontrer que l'univers a une origine, ce qui n'est pas gagné. Et même si on pouvait le démontrer, il faudrait ensuite expliquer comment l'absence de toute chose a pu devenir quelque chose. J'ai casé le mot infini plusieurs fois, donc ça répond à votre question. Bonsoir, merci pour la conférence. Et vous avez en partie répondu à la question que j'allais vous poser, mais ça m'intéresse de connaître votre réponse. Si on pouvait, comment vous concevez le vide à la fin? Là, on a parlé du début, de l'origine de l'univers. Quelle serait votre réponse si on évoquait un vide à la fin de l'univers ou à la fin du temps? Excusez-moi, là c'est sur la fin plutôt. Oui, c'est sur la fin. Ouais. C'est difficile parce que, comme vous savez, si on suppose que la théorie d'Einstein de la gravitation est la bonne théorie de la gravitation, alors la matière qu'on connaît, la matière qu'on appelle baryonique, celle qui constitue les objets qui nous entourent, les objets faits d'atomes, de protons, de neutrons, etc., cette matière baryonique, elle ne correspond qu'à quelques pourcents du contenu de l'univers. Alors que quand j'étais étudiant, c'était 100%. Vous voyez qu'il y a des connaissances qu'on acquiert qui augmentent notre ignorance. Il y a des connaissances qui augmentent notre ignorance. Moi, mes professeurs me disaient la matière, c'est bon, c'est réglé. Protons, neutrons, fait de quarks,
électrons, leptons, c'est bon. C'est 100% du contenu. Après, on a découvert qu'il y avait sans doute de la matière noire, 10 fois plus abondante que la matière normale. Et depuis 2000, vous le savez, on parle d'énergie noire qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Donc on est passé en quelques décennies de 100% pour la matière ordinaire à 4%. Mais il y a des gens qui disent peut-être que cette énergie noire et cette matière noire n'existent pas, mais que c'est les équations d'Einstein qu'il faut changer. Donc je ne sais pas qui a raison, personne ne sait. Mais si on suppose qu'il y a vraiment l'énergie noire, c'est-à-dire que l'accélération de l'expansion de l'univers est un fait avéré, l'expansion s'accélère, alors ça va se terminer en un vide qui sera l'espace-temps de la relativité générale. Toute la matière se sera condensée en trous noirs, les trous noirs auront le temps de s'évaporer, d'après le mécanisme de Hawking, et donc il y aura des photons infrarouges partout. Donc ça sera de l'espace-temps avec des photons infrarouges. Pas une grosse ambiance. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Je voulais vous demander qu'est-ce que la sonde ou le télescope James Webb pourrait nous permettre ou pourra nous permettre de découvrir de nouveau. Ah oui, alors James Webb, c'est un télescope qui a été lancé le jour de Noël, le 25 décembre depuis Kourou, auquel ont travaillé des gens depuis 30 ans. C'est vraiment un énorme truc. La sonde est encore en train de voyager, là. Elle doit rejoindre le point de Lagrange numéro 2, donc qui est à 1 500 000 km de la Terre, et elle va rester là. Enfin, le point de Lagrange, vous savez, c'est un point qui est... Si le Soleil est là, il y a la Terre là, et le point de Lagrange, c'est derrière la Terre. Et donc, le point de Lagrange va faire que la sonde va tourner en même temps que la Terre autour du Soleil. Et donc, elle sera en partie protégée de la lumière du Soleil par la Terre. Et on va pouvoir regarder... alors non pas le Big Bang, non pas l'univers primordial. Si on fait des accélérateurs de particules, c'est parce que les télescopes qui reçoivent de la lumière, ils ne voient pas ce qui s'est passé au début. Enfin, quand je parle du début, c'est les 400 000 premières années. Dans les 400 000 premières années après le Big Bang, la lumière ne se propage pas. Chaque fois qu'il y a un photon qui fait 1 millimètre, il cartonne une particule. Donc la lumière n'est pas libre de se propager. Donc, il n'y a aucun télescope capable de voir, en regardant loin dans le passé, ce qui s'est passé dans les 400 000 ans après le Big Bang. Ils n'ont d'informations que sur la période d'après, quand la lumière s'est libérée de la matière et a pu se propager librement dans l'espace. Donc c'est la libération de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Donc le James Webb, il a un miroir infrarouge incroyable de plusieurs mètres de diamètre qui a pu être mis sur la fusée Ariane grâce au fait qu'il a été replié. Et là, il a été déplié pendant le voyage et tout s'est bien passé pour l'instant. Ce qui est assez miraculeux parce que il y a 250 opérations critiques à effectuer et il suffit que l'une d'entre elles échoue pour que tout échoue. Pour l'instant, ça va. Et on devra avoir les premières images au mois de juin. Et ce qu'on verra, ce qu'on espère voir, c'est pas l'univers primordial, comme je l'ai dit, mais c'est la formation des premières étoiles et des premières galaxies. Parce qu'il y a une histoire de poulet d'œuf. On ne sait pas s'il y a d'abord eu des étoiles qui se sont structurées en galaxies, ou s'il y a d'abord eu des sortes de galaxies avec des concentrations de matière un peu plus grandes qu'ailleurs, qui ont conduit à la condensation d'étoiles. Donc on va voir, sans doute, les premières étoiles apparues dans l'univers, grâce au fait que le rayonnement capturé est un rayonnement infrarouge. Et comme vous le savez, quand les objets sont très loin de nous, ils vont très vite, ils s'éloignent très vite de nous. Et il y a un mécanisme qui s'appelle l'effet Doppler, qui fait que même si les fréquences émises par ces objets sont de toutes les couleurs, visibles notamment, le fait qu'elles s'éloignent fait que l'effet Doppler va ramener ces fréquences à de l'infrarouge. Donc c'est pas qu'ils émettent, c'est pas que les étoiles émettent de l'infrarouge, c'est le fait que quand la lumière nous arrive, elle est devenue infrarouge. Et on va pouvoir... donc je ne peux pas vous dire ce qu'on va voir, mais c'est ce qu'on espère voir, et ça pourrait, non pas changer, je pense, le modèle cosmologique, mais ça pourrait quand même nous préciser quelles ont été des étapes cruciales
dans l'histoire de l'univers sur la structuration de la matière. Il y a des gens qui espèrent des choses un peu plus incertaines, de pouvoir par exemple analyser la composition chimique de l'atmosphère d'éventuelles exoplanètes, ou plutôt l'éventuelle atmosphère d'exoplanètes. Et on pourrait voir dans les gaz que les exoplanètes pourraient contenir dans l'atmosphère d'éventuelles traces de vie. Mais ça, c'est du... Autant on est sûr qu'on verra des étoiles très jeunes, autant ce que je viens de dire là est plus hypothétique. Soyons fous. Bonsoir. Alors moi, je voulais vous poser la question, c'est sur les expériences de pensée que je trouve fascinant. Est-ce que dans votre milieu, c'est quelque chose qui est, malgré les exemples incontestables que vous avez expliqués, il y a plus de gens qui croient que ce qu'ils voient, ou l'expérience de pensée, c'est quelque chose de répandu parmi les scientifiques? Bon, je pense pas qu'il y ait de physiciens aujourd'hui qui pensent que c'est l'observation des choses qui permet de trouver les lois qui les décrivent. Ce qu'on appelle l'induction. Je pense que la démarche inductive, elle est morte avec Galilée. Voilà. Donc observer ne suffit pas pour comprendre. Et faire une expérience de pensée, c'est trouver un stratagème intellectuel pour que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. On se met à côté pour l'interroger autrement. Et on revient vers lui pour vérifier si ce qu'on a trouvé par ce raisonnement lui correspond ou non. Donc on fait un pas de côté pour faire parler les théories, vérifier leur consistance et imaginer de nouvelles lois physiques pour éventuellement les corriger. Alors il y a encore des physiciens qui font des expériences de pensée. Par exemple, Stephen Hawking, en faisant une expérience de pensée et puis les calculs, il a montré que les trous noirs, si leur horizon est décrit de façon quantique, doivent s'évaporer, doivent émettre du rayonnement, ce qui contredisait leur statut initial, puisqu'un trou noir, c'est par définition un objet qui ne peut pas émettre de lumière. En fait, il a montré que si. Mais le rayonnement qu'il a prédit, on ne l'a jamais observé. Donc ça reste encore une hypothèse. Mais pensez à des expériences de pensée toutes simples. Celles d'Einstein sont à mon avis les plus belles, parce qu'Einstein a dit à la fin de sa vie, moi j'ai trouvé la relativité grâce à mon retard mental. Parce que je me suis posé des questions d'enfant avec un cerveau d'adulte. Et il explique, en fait, les questions d'espace et de temps, un enfant de 7 ans les a résolues. À 7 ans, on a compris que l'espace, ça se mesure avec des règles, des doubles décimètres, et les durées, ça se mesure avec des horloges ou des montres. Une fois qu'on a compris ça, c'est bon, quoi. Et lui dit non, moi je me suis interrogé là-dessus à un âge plus avancé, parce que j'avais un retard mental, et donc j'ai traité ces questions avec un cerveau d'adulte. Et quand il a eu 15 ans, il a écrit une lettre à l'un de ses oncles maternels, qui s'appelait César Koch, et il lui dit quelles sont les questions qui l'intéresseront toute sa vie. Et il raconte que toutes les questions qui l'intéresseront sont des questions relatives à la lumière. Et il énonce une expérience de pensée. Si un jour votre enfant vient vous poser la question un soir après dîner, vous allez lui dire va jouer, quoi. La question c'est qu'est-ce qui se passerait si la lumière était capable d'émettre de la lumière? Va jouer. Hein. Et il dit à l'école j'ai appris que les vitesses s'ajoutent. Quand je marche sur un tapis roulant, ma vitesse par rapport au sol immobile, c'est la vitesse du tapis roulant plus la vitesse de ma marche. Donc on ajoute les vitesses. Donc si cette loi est vraie, la lumière émise par de la lumière devrait aller à 2 fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise émet à son tour de la lumière, quelle sera la vitesse de la lumière émise par la lumière émise? 3 fois la vitesse de la lumière, puis 4, puis 5, puis 6. Donc il dit, si la lumière est capable d'émettre de la lumière, on peut fabriquer un escalier cinématique vers l'infini. Ça, c'est pour monsieur. Et donc, il devrait y avoir de la lumière de vitesse infinie. Et en 1905, il va répondre à cette question en disant, si la lumière émet de la lumière, la vitesse de la lumière émise sera égale à la vitesse de la lumière. Pourquoi ? Parce que la lumière bat toujours à la vitesse de la lumière. Quelle que soit la vitesse de sa source,
et quelle que soit la vitesse de l'observateur qui la mesure. Et donc la question que vous posez, c'est, à mon avis, celle-ci. Est-ce qu'on a encore besoin de faire des expériences de pensée? Il y a des physiciens qui pensent que non, qui pensent que les données qu'on a vont plus faire parler la réalité que les théories physiques. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, ce qui me fascine en tant qu'observateur de toutes ces histoires, c'est qu'en 1915, quand Einstein écrit ses équations, qu'est-ce qu'il sait sur l'univers? Je vous rappelle que les équations d'Einstein, c'est les équations qu'on utilise quand on fait de la cosmologie. Donc, quand on essaie d'écrire l'histoire de l'univers, on utilise les équations d'Einstein. Qu'est-ce qu'Einstein sait en 1915 sur l'univers par rapport à nous? Mais rien. En 1915, on ne sait même pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre. On ne sait pas que l'univers est en expansion. On ne sait pas d'où vient que les étoiles brillent. Elles émettent de la lumière, on ne sait pas comment. On n'a pas découvert encore les interactions nucléaires, qui sont découvertes en 1930. Donc on n'a aucune idée du mécanisme par lequel les étoiles brillent. En guise d'objets célestes, on connaît les étoiles, les planètes, les comètes, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est tout. Einstein trouve les équations. Depuis, on a les trous noirs, les ondes gravitationnelles, les pulsars. On a compris la nucléosynthèse qui permet la fabrication des éléments chimiques. Et on a toujours les équations d'Einstein. Donc faites l'expérience de pensée suivante. Imaginez qu'on ait toutes les données qu'on a aujourd'hui, recueillies par des satellites, télescopes, accélérateurs de particules, collisionneurs de particules. On a toutes les données. On les donne à un algorithme d'intelligence artificielle. Mais on n'a pas les équations d'Einstein. Est-ce que vous pensez que l'algorithme va trouver les équations d'Einstein? Non. Non. Ce qui provoque une guerre des anciens et des modernes dans les grandes écoles. Il y a les vieux, comme moi, qui essaient de convaincre qu'il faut enseigner aux étudiants les théories physiques, parce que les théories physiques nous disent plus de choses sur la réalité physique que les données. Et il y a ceux qui disent les données, un jour, nous diront plus de choses sur le réel que les théories physiques. Et donc, il faut donner aux étudiants des cours de codage. Voilà, c'est la guerre. Bonsoir Étienne. Est-ce qu'on ne se heurte pas non plus à la limite de notre langage, hein, parce que là, nous sommes des êtres étranges à Chamonix, peut-être atteints de crétinisme aigu, je ne sais pas. Pardon, mais j'entends pas bien. Est-ce qu'on ne se heurte pas en fait, aux limites du langage? C'est-à-dire qu'on a besoin de mots pour essayer d'interpréter une bride de la réalité, ou du monde qui nous entoure. Et si nous parlions ce soir tous en langage mathématique, un univers à 12 dimensions, c'est beaucoup plus limpide à comprendre, quoi. Et là, à ce moment-là, la notion d'infini, de zéro ou d'origine de l'univers serait quelque chose qui nous rendrait un petit peu moins fous. Oui, très bonne question. Alors, tu l'as dit, le langage naturel de la physique, c'est les équations, c'est des équations différentielles pour l'essentiel, en mécanique quantique, en théorie des champs. Et les équations ne parlent pas. En tout cas, elles ne parlent pas notre langage. Donc, faire de la vulgarisation, c'est essayer d'imaginer ce que diraient les équations si elles pouvaient parler. Bon. Comme elles ne parlent pas, il y a une part d'arbitraire. D'autre part, ce que disent les équations n'est pas déjà contenu dans le langage. Et donc, faire de la vulgarisation, ce n'est pas dire la physique avec les mots de la langue ordinaire. Ça ne veut pas dire qu'on doit inventer des nouveaux mots, ça veut dire qu'on doit être en lutte avec la langue. Il faut travailler le langage. Moi, je dirais même qu'il faut creuser une langue étrangère dans le langage pour créer des espaces dans lesquels on va pouvoir dire l'originalité des messages qui viennent de la physique. Bon. Je prends un exemple. Le temps. Comme vous le savez tous, le temps, il est victime d'une polysémie incroyable. C'est un mot qu'on utilise pour dire la durée,
Le temps, c'est pas la durée. La succession, la simultanéité, le changement, la vitesse, le devenir, il est mis à toutes les sauces, lui aussi. Et même, on lui attribue des qualificatifs. On parle du temps comme s'il y avait autant de temps qu'il y avait de phénomènes temporels. On dit qu'il y a un temps physique, psychologique, biologique, géologique, etc. Autrement, en fait, il y a autant de temps qu'il y a de disciplines académiques. Mais c'est pas possible, ça. S'il y a autant de temps qu'il y a de phénomènes temporels, ça veut dire que c'est un concept proliférant, c'est plus un concept. Si le temps a des habits d'arlequin, c'est-à-dire s'il ressemble à ce qui se passe dans le temps, c'est plus un concept. Et donc, le langage, notre langage ordinaire, ça va pas. Ça ne va pas. Parce que notre façon de dire le temps peut déterminer notre façon de le penser. Et si on le dit mal, on va mal le penser. Et donc, il faut procéder à ce que Paul Valéry appelait un nettoyage de la situation verbale. Bon. C'est pas une police de la pensée, c'est juste faire une critique du langage. La question, c'est à partir de quelle base on fait cette critique? Moi, j'ai longtemps pensé que c'est à partir de la physique. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs équations en physique. Et elles ne disent pas toutes la même chose du temps. Par exemple, si vous prenez la physique de Newton, le paramètre T là, qu'on met dans les équations, c'est un truc très bizarre. Le paramètre T des équations de Newton, il ne dépend pas du temps. T n'est pas une fonction du temps. Il ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps. Il est indépendant des phénomènes et rien de ce qui se passe dans l'univers ne l'affecte. Donc c'est un temps très bizarre qui ne correspond nullement à notre façon ordinaire de dire le temps. C'est un temps qui passe pas, en fait. Plutôt, il ne change pas quand il passe. Rien ne l'affecte. Et donc, comment dire avec des mots? Moi, mon truc, c'est d'essayer d'être clair. Pas d'être simple. Parce que quand vous êtes simple, vous faites croire que la science est dite par le langage. Être clair, ça veut dire essayer de comprendre ce que les équations disent, ce qui se demande un travail. Et une fois que vous l'avez compris, vous devenez mieux capable de le dire que si vous avez simplement simplifié. Clarifier, c'est le contraire de simplifier. Bonsoir, on m'entend dans le microphone, je crois. Oui. Oui, en fait, je me demandais, pour en revenir à tout ce que vous disiez par rapport à toutes ces théories qui, quelque part, complexifient, pour en revenir à la question du vide. Et je me demandais s'il y avait des gens, justement, qui n'avaient pas utilisé un principe du type rasoir d'Occam pour, justement, alors je ne sais pas si j'ose maintenant utiliser simplifier, mais pour, en tout cas, essayer de rendre, justement, toutes ces théories autour du concept du vide beaucoup moins complexes et essayer d'arriver, justement, à un principe qui rendrait la chose beaucoup plus, on va dire, facilement exploitable. Vous voyez ce que je veux dire? Essayer de simplifier les choses. Je ne sais pas si je dois du coup utiliser ce terme après ce que vous venez de dire, mais en utilisant quelque chose du style rasoir d'Occam, donc vraiment essayer de partir le moins possible dans l'abstraction. Voilà, ouais. Je crois que c'est mal parti. Hein. Je crois vraiment que le fond du fond n'est pas simple. Et je ne crois pas qu'on puisse vraiment simplifier les choses. On peut sans doute améliorer notre façon de les comprendre. Mais l'idée qu'à la fin, on va découvrir du simple me paraît une illusion. Et ça vient se rajouter au problème de vocabulaire qu'on a évoqué tout à l'heure. Hein. Quand je lis Démocrite dans une traduction française, et que je vois le mot vide sous la plume de Démocrite, évidemment, j'ai l'impression qu'il pense la même chose que moi quand je pense au vide. Je pense qu'il va penser en gros au vide newtonien. Mais Démocrite, compte tenu de l'époque où il vivait, était incapable de penser le vide newtonien. Et je pense que personne parmi nous, sauf des linguistes très savants, sont capables d'imaginer ce qui se passait dans la tête de Démocrite quand il prononçait le mot vide. De même, quand on traduit des textes japonais, indiens, hindouistes ou autres, et on voit arriver dans la langue française, dans les traductions, des mots comme vacuité ou vide, on a l'impression que ces textes, ou les gens qui les ont écrits, pensaient le vide que nous pensons.
Mais je pense qu'il est impossible de savoir ce qu'un Indien pense quand il utilise en indien, en hindou, le mot que nous traduisons par vide. Impossible. Donc ça rajoute de la complexité à la complexité, si vous voulez. Et moi, je vois bien que les physiciens chinois, même s'ils travaillent avec les mêmes équations que nous, etc., dès qu'on parle de néant, dès qu'on parle de temps, ils ne sont pas sur le même registre. La notion de néant n'existe pas en chinois. Donc quand on leur parle d'origine de l'univers, ils ne comprennent pas. Pour eux, il n'y a que des processus. Donc il y a toujours quelque chose qui évolue. Il n'y a pas d'ontologie, il n'y a que des process. Donc voilà. Votre démarche, je la salue. Hein. Mettre tout le monde autour d'une table pour essayer de converger sur le vide, ça serait intéressant. Hein. Mais ça prendrait du temps. On va peut-être faire une dernière question, vu l'heure, s'il y en a une. Oui. Bonsoir, merci pour votre exposé. Est-ce qu'on a aujourd'hui encore besoin de faire avancer la théorie dans le sens où, depuis Einstein, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau, de fondamental? Et est-ce que justement, c'est pas l'heure de la nouvelle technologie, des algorithmes, de l'intelligence artificielle? C'est une bonne question. Hein. En effet, on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de révolution depuis un siècle en physique. Il y a eu des milliards de découvertes, mais d'un point de vue conceptuel, il n'y a pas eu de révolution. On fait toujours de la mécanique quantique, comme dans les années 30, même si on l'a perfectionnée, même si on la comprend mieux, même si on a changé la façon d'écrire les interactions avec les théories de jauge. Mais bon, on n'a pas eu à faire l'équivalent de la révolution quantique. Pareil pour la relativité générale. Et donc on pourrait dire, ouais, on fait beaucoup de découvertes, mais on ne fait plus de révolution. Mais alors on pourrait dire que c'est la fin de l'histoire. Mais il y a quand même cette contradiction que j'ai évoquée, qui est agaçante, qui énerve les gens. Et quand les gens sont énervés, ils font des recherches. C'est comme ça. Donc leur demander d'arrêter, on peut couper leur crédit. C'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs. Mais leur demander en plus d'arrêter de réfléchir ou de travailler, c'est des gens obsédés. Hein. C'est des cas. Hein. C'est des gens qui sont habités par une quête qu'à mon avis on ne peut pas interrompre en appuyant sur un interrupteur. Maintenant, la question que vous posez est est-ce que on ne va pas faire de la physique, quand elle s'aventure dans ces domaines, une sorte de conjecture mathématique. C'est plus des théories qu'on peut éprouver par des expériences, c'est des conjectures qu'on ne peut pas vérifier parce que les conditions expérimentales qu'il faudrait réunir pour les tester ne sont pas réunies. Et donc il faut plutôt faire des applications technologiques en utilisant ce qu'on sait pour faire des nouveaux objets techniques. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, hein. C'est pour ça que l'innovation a été mise en avant plutôt que la recherche fondamentale. Il y a aussi une question de libido, de libido sciendi. Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce qu'on a envie de savoir? Tout le monde dit oui. Mais on voit bien que les étudiants ne vont plus vraiment en recherche fondamentale. On a le LHC qui fait des collisions à plusieurs TeV par faisceau. On a un projet pour la suite, un tunnel de 100 km sous le lac Léman pour faire des collisions à 40 fois plus d'énergie que le LHC. Est-ce que vous serez d'accord pour qu'on finance ce truc? Est-ce que les résultats obtenus intéresseront les gens? Est-ce que on se passionne pour la science? Moi, j'ai pas l'impression. Je le vois chez mes étudiants, ils veulent faire autre chose, ils s'intéressent à l'environnement, ce qui est très bien, beaucoup plus qu'à la nature. L'environnement les passionne plus, parce qu'il y a des défis, que comprendre la nature. Moi, j'ai des étudiants qui n'ont jamais vu la Voie lactée. Hein. Jamais vu. Ils vivent dans des villes. Donc
que l'univers lointain, même le spectacle des étoiles la nuit, songez comment le spectacle du ciel nocturne a structuré la pensée des Grecs. Les Grecs, ils voyaient la Voie lactée un soir sur 2. Il n'y avait pas de pollution lumineuse. Ben, nous, on ne la voit plus. Et donc, notre rapport à tout ça a été modifié. Et comme on l'a dit tout à l'heure en réponse à l'une des questions, c'est quand même devenu très difficile, la physique théorique dans ces niveaux-là. Et donc, pour aller y voir, il faut tir de soi, il faut avoir confiance. C'est pas donné à tout le monde. Donc, il se peut qu'on ait atteint une forme de limite. Mais dans l'histoire, à chaque fois qu'on a dit ça, il s'est passé un truc qui... Par exemple, si on observe une polarisation du fond diffus cosmologique, expérimentalement, et c'est possible avec des satellites comme Planck et d'autres, si on voit une polarisation du fond diffus cosmologique, ça veut dire qu'il y a une inflation dans l'histoire de l'univers, c'est-à-dire une sorte de déflagration qui a augmenté les dimensions de l'univers en un temps très court. Et ça serait une preuve expérimentale qui viendrait contraindre les modèles cosmologiques, et ça serait une indication très forte qui contraindrait les recherches théoriques dans une direction particulière. De même, si dans les mois qui viennent, on découvre une particule de matière noire ou LHC, là on n'en voit pas, mais si on en voit une un jour, ça remettrait une pièce dans notre jukebox, et ça ouvrirait un dossier scientifique qui permettrait que peut-être on finance une prochaine machine. Mais là, je ne vois pas, moi, de libido pour ça. Je ne la vois pas. Bien, sur ces derniers mots, on va arrêter peut-être les questions et puis garder un petit peu de temps pour ceux qui veulent se procurer les livres d'Étienne Klein et éventuellement demander une dédicace. Donc un très très grand merci pour cette belle conférence et ce temps de réponse.